Monsieur Retailleau a créé un sac de nœuds absolument indémêlable avec l'Algérie. Une menace de suspendre des accords comme si nous étions la puissance impériale qui dispose avec ces accords de la vie des uns et des autres. Nous avons des accords à la fin d'une guerre d'indépendance qui a été gagnée par le peuple algérien. Et ces accords ont été validés par notre pays. Par conséquent, ils ne sont pas à la disposition de M. Retailleau. Et quand il s'agit de supprimer les visas, je vous demande tous de vous rappeler que nous parlons de 3,5 millions de nos compatriotes qui sont binationaux. Nous parlons de nos neveux, de nos nièces, de nos enfants, de nos petits-enfants. Voilà de quoi nous parlons. Par conséquent, M. Retailleau peut retourner dans sa Vendée avec les gens qu'il a l'habitude de voir. Nous sommes heureux de vivre en famille. Et nous voulons vivre en paix. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي خواتاتي أصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومسكم تخير. كنتلاقاو في فيديو جديد عاوتاني. فيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه جونيك ميلانشون والهجوم ديالو ولا الانتقاد ديالو لوزير الداخلية الفرنسية روطايو بسبب العداء ديالو للجزائر. غادي نشوفوا ميلانشون كيفاش غادي يرد بواحد الشكل اغريسيف على روطايو بسبب الجزائر وبسبب ايضا غزه. وباقي كاين ازمه كبيره ما بين الجزائر وفرنسا، واللي لاحظنا مؤخرا هو ان الجزائر كدير الفعل وفرنسا كتقوم فقط برد فعل. شفناها ماشي مره، المره الثانيه كنظن اللي الجزائر كترد الموظفين الفرنسيين من الجزائر ومن بعد فرنسا كترد عليها بنفس الشيء وكترد نفس العدد ديال الموظفين من فرنسا الجزائريين. وشفنا بزاف ديال المرات من فرنسا اعلاميين فرنسيين ولا حتى سياسيين بحال اللي غادي نشوفوا اليوم ميلانشون اللي جا في الصف ديال الجزائر ودافع على الجزائر وهاجم وزير الداخليه الفرنسي روطايو. فبلا ما نطول عليكم نجيو نتفرجوا في هذا الفيديو فرجه ممتعه. Il paraît que M. Netanyahou nous menace si jamais nous reconnaissons l'État de Palestine. Figurez-vous qu'une majorité de pays dans le monde reconnaît l'État de Palestine, parce que c'est le seul moyen qu'on a de faire vivre le droit international, qui suppose à cette étape, quoi qu'on en dise, en dépit de toutes ses imperfections, mais c'est le seul cadre dont nous disposons pour pouvoir dire non à la colonisation, non au massacre, non au génocide, non au droit de tuer, tuer et tuer encore dans le silence et l'invisibilisation, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, au lieu de parler, est-ce que vous êtes décidé? Répondez-nous, Monsieur le Président, c'est pas dans la liste des questions qu'a prévu TF1. Je voudrais savoir si la France peut s'enorgueillir de dire « Nous reconnaissons l'État de Palestine ». Point numéro 1. 2, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères, il est légitime de demander que soit suspendu l'accord de coopération entre l'Union européenne et le gouvernement de M. Netanyahou, tant que ce sera un gouvernement de cette nature. Parce que maintenant, la honte est consommée. L'ancien commissaire européen aux affaires étrangères, l'Espagnol Borrell, qui n'est plus en poste maintenant, tout d'un coup retrouve l'usage de sa langue et dit que 50% des armes qui servent à massacrer les Palestiniens viennent d'Europe. Alors s'il le savait avant, pourquoi ne l'a-t-il pas dit? Et s'il le dit maintenant, pourquoi aucun des autres ne le dément? Parce que si c'est la vérité, alors honte sur nous tous d'avoir accepté, d'avoir laissé faire une chose pareille. Ce massacre, ce génocide ouvre le siècle. Et ceux qui ont un peu de bouteille dans cette salle, ceux qui ont lu un livre d'histoire, savent que les meurtres de cette nature, les abus de pouvoir de cette nature ne sont pas arrêtés tant qu'on n'arrête pas ceux qui les commettent. C'est la raison pour laquelle la France doit tout faire pour intercepter tous les criminels de guerre qui se trouveraient sur son territoire, qui volent au-dessus ou qui agissent dans les instances internationales. Voilà les choses que je voulais demander. Et puis, tout d'un coup, je me trouvais bien faible de ne pas aller au bout de courriers que j'ai reçus de mes camarades. Ils me disent, puisque M. Retailleau a créé un sac de nœuds absolument indémêlable avec l'Algérie, et qu'une menace de suspendre des accords, comme si nous étions la puissance impériale qui dispose avec ces accords de la vie des uns et des autres. Non, nous avons des accords à la fin d'une guerre d'indépendance qui a été gagnée par le peuple algérien. Et ces accords ont été validés par notre pays. Par conséquent, ils ne sont pas à la disposition de M. Retailleau. Et quand il s'agit de supprimer les visas, je vous demande tous de vous rappeler
que nous parlons de 3,5 millions de nos compatriotes qui sont binationaux. Nous parlons de nos neveux, de nos nièces, de nos enfants, de nos petits-enfants. Voilà de quoi nous parlons. Par conséquent, M. Retailleau peut retourner dans sa Vendée avec les gens qu'il a l'habitude de voir. Nous sommes heureux de vivre en famille. Et nous voulons vivre en paix avec tous ceux qui se trouvent sur ce territoire, quelle que soit leur religion. Ce sont nos familles, ce sont nos gosses. Et peu nous chaud de quelle religion les uns ou les autres sont. Voilà pourquoi, maintenant, si vous tenez tant que ça à créer des histoires sans fin, à ne respecter aucune procédure, eh bien, si vous voulez mettre dehors les OQTF qui ont été responsables de condamnations judiciaires, alors je vous en signale une qui est à votre portée. Voici dorénavant 40 ans que Georges Ibrahim Abdallah est en prison alors qu'il devrait être dehors depuis au moins 20 ans. Il a 76 ans. Ce qui lui a été reproché a dorénavant été expurgé et lui-même s'en est toujours défendu. Alors oui, expulsez Georges Ibrahim Abdallah pour qu'il puisse retourner au Liban où les autorités libanaises sont prêtes à l'accueillir. Vous allez vous demander, quelques-uns d'entre vous, vous vous renseignerez. Mais j'aurais eu honte de moi si cette idée m'étant venue à l'esprit, m'étant souvenu des parlementaires insoumis qui sont intervenus auprès de moi, je m'étais dit, je vais pas aller me coller encore une histoire sur le dos. J'en ai déjà assez comme ça. Je sais bien qu'on va m'accuser d'être complice, puisque vous avez vu que c'est comme ça que ça se passe, quoi que je dise. Alors le jour où je dénonce un viol en réunion et que je mets en cause la culture du viol, qui est une idée nouvelle et efficace pour comprendre la réalité, vous avez juste derrière un Wauquiez qui dit Mélenchon est complice. C'est cette logique, vous savez, effroyable, obscurantiste, qui consiste à dire « essayez de comprendre, c'est excuser ». C'est Valls qui avait trouvé ça. Non, ça s'appelle la science. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si vous ne levez pas les pieds en descendant un escalier, le résultat est très probablement toujours le même. Autant de fois que vous essaierez. Alors, par conséquent, quand vous connaissez la cause d'un problème, eh bien, c'est important, bien sûr, de dénoncer les comportements individuels, car nous tous, autant qu'on est, nous tous qui sommes des humanistes, humanistes, ça ne veut pas dire humanitaire, ça veut dire que nous considérons que chaque être est responsable de sa propre construction, de ses propres actes. L'humanisme est extraordinairement exigeant, parce qu'il repose sur un principe de responsabilité, qui parfois est écrasant, et c'est pourquoi on peut être à la fois humaniste et croyant, c'est-à-dire penser qu'on est l'auteur de sa propre existence et s'en référer à d'autres autorités. Je ne donne que cet exemple. Mais bien sûr que c'est dur à porter, la responsabilité tout le temps, mais c'est un principe fondamental. Mais pour autant, où allons-nous si nous considérons que comprendre, c'est excuser? Bien sûr que non, comprendre, c'est agir. Et la responsabilité est toujours engagée. C'est pourquoi nous ne sommes jamais complices d'aucune situation qui choque nos principes politiques. Mais cela ne nous conduira pas à dire n'importe quoi pour faire plaisir à des aboyeurs. Et c'est pourquoi, quand il y a eu un événement comme le 7 octobre, nous avons commencé par dire que nous compatissions avec la population civile qui devait subir de telles méthodes, parce qu'on savait celles qui venaient d'avoir lieu et celles qui auraient lieu ensuite. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes tout de suite venus sur le terrain rationnel. Nous avons refusé le discours absurde qui a banalisé le mal qui a lieu. Si, dès le début, tous ceux qui avaient une responsabilité s'étaient comportés comme nous, en disant « nous ne pouvons pas accepter l'idée qu'on tue tout le monde dans une rave party », ce ne sont pas nos méthodes. Mais pour autant, nous ne sommes pas d'accord pour la responsabilité collective, principe que nous avons toujours refusé en toutes circonstances. La responsabilité est toujours individuelle. La responsabilité collective du peuple palestinien n'existe pas plus qu'il n'y avait une responsabilité collective du peuple allemand, et on l'a bien vu à la Libération quand nous avons vaincu les nazis. Par conséquent, c'est tout un. Tout à l'heure, il y avait à ma place une prof de philo, Florence, qui aurait peut-être fait mieux le travail que moi d'explication, mais enfin, il me reste quelques beaux restes de prof, et comme je passe pas mal de temps à expliquer tout ça, voilà. Voilà pourquoi, en vous rencontrant, j'ai fini ma liste de questions. Je remercie encore une fois TF1, s'ils veulent bien prendre mes questions, parce qu'il y a une petite case, il est marqué précisez vos questions. Mais voilà, c'est fait. Mais là, ce n'est pas une question, c'était une réponse. Voilà le moment. Il y a un moment qu'on a prévenu
qu'on a prévu de venir ici, parce que nous faisons... Le mouvement Insoumis est très déployé, comme vous le savez. Et puis le mouvement Insoumis, c'est quelque chose de très particulier. Contrairement à ce que des gens qui confondent leur salle de rédaction avec notre mouvement, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de lutte pour le pouvoir, il n'y a pas de bataille de nuisance personnelle, vous voyez, genre... non, je dis rien. Genre chez d'autres. Voilà. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un travail qui se fait et on a décidé que dans toute la France, nous ferons des réunions sur la 6e République. Auparavant, on a fait sur la montée de l'extrême droite. Clémence Guettet et tout l'Institut de la Boétie, avec l'aide bien sûr du mouvement, a organisé pratiquement 80 réunions dans tout le pays. Les intellectuels qui ont aidé au livre sont venus et ça a été un grand moment pour eux d'abord de retrouvailles avec le grand nom. Mais mes amis, juste mettez-le dans un coin de votre tête. Quel que soit le degré auquel vous appréciez le mouvement Insoumis ou pas, j'espère qu'il y a des gens qui sont venus ici, qui ne sont pas du tout convaincus et qui vont ressortir tout guillerés de lettres. Bah ouais, quoi, franchement, il vaut mieux se sentir fort avec le grand nombre que Rikiki en train de se disputer. Donc, le mouvement Insoumis se déploie et imaginez un cauchemar. 2 ou 3 secondes, pas plus, ça fait trop souffrir. Que serait la France? Que serait la gauche sans le mouvement Insoumis? Imaginez, c'est pourquoi l'ennemi frappe avec tant d'acharnement, et pire que tous les faux amis, soi-disant de centre-gauche. Tout le monde sait que ça commence mal, le centre-gauche, parce que ça commence par centre. Et dans centre, ça veut dire ni de droite, non, ni de gauche, toujours de droite. Ça revient à ça, que ceux qui devant passent leur temps à pleurnicher sur la montée de l'extrême droite, qui n'ont pas fait ça pour essayer de les enrayer. Tandis que vous autres, là-dedans, la dernière fois, c'est vous qui couriez partout, porte à porte, pour faire descendre tout le monde, pour enrayer la vague qui arrivait, qui continue à le faire aujourd'hui. Eh bien, ceux-là passent l'essentiel de leur temps à nous salir, à nous attaquer sur un plan personnel, dégoûtant, en harcelant, surtout les femmes, parce que c'est toujours les femmes qui prennent, même dans les lignes de ces gens-là, double coup par rapport aux hommes. Tout le temps. Alors, il y a la sorcière, et puis une ribambelle d'idiotes qui sont présentés en train de pleurer tous les 5 minutes, comme si c'était dans le tempérament de Mathilde, ou de Clémence, de Sophia, ou d'Aurélie. Non, ces femmes vous font peur, et vous savez quoi? Vous avez raison d'avoir peur. Alors, j'ai balayé tout ça pour pouvoir parler de ceux qui nous occupent et de ceux que nous risquons. Mais je veux quand même terminer cette petite partie. Mes amis, nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps. En ce moment, la catastrophe climatique est en train de mûrir ses effets. Elle frappe ici, là. Elle a déjà déclenché des incendies gigantesques. Elle a déjà déclenché des sécheresses terrifiantes, des cyclones. Et pendant ce temps, on parle de tarifs de douane. Et en France, on dispute pour savoir, avec même des propositions de loi, si par hasard la gauche n'est pas complice des islamistes, terroristes, gauchistes, qu'est-ce qui manque encore? Wokistes, intersectionnels. Wokistes, j'ai toujours pas compris, quelqu'un finira par m'expliquer. Intersectionnel, j'en reviens pas. Mais enfin, la science est intersectionnelle. Il y a bien dans cette salle des gens qui ont fait un peu de sociologie. Vous imaginez la sociologie sans intersectionnalité de la pensée? Ces gens-là sont des obscurantistes. Rien d'autre. Et quand vous avez une ministre qui décide qu'on va aller enquêter en confiant au CNRS le soin d'aller surveiller sur quoi travaillent les facultés, c'est comme si on disait, ben maintenant, la RATP va surveiller la SNCF. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà dans quoi on vit. Il vaut mieux qu'on rigole. Mais on se passe. On les regarde, on dit, mais pourtant, c'est eux les dominants. Ils sont propres sur eux, ils parlent bien. Et ils disent des conneries pareilles. Mais à quelle école ils ont été pour penser comme ça? Et l'autre qui passe derrière en disant comprendre, c'est excuser. Alors là, c'est le pompon. Hein, bon, voilà. Mais on perd notre temps
Parce que c'est à ça qu'on devrait s'occuper. Et écoutez bien cette chose. Vous avez lu le bouquin sur la nouvelle loi de la jungle, hein? Bon, les noms propres, faut pas demander ça à un gars à partir de 60 ans, c'est terminé, on oublie les noms. Mais ce bouquin, il raconte une chose. Pas seulement les causes de la crise. Il dit, si vous affrontez la crise climatique avec la mentalité de la société néolibérale, la crise vous frappera 2 fois plus fort. Pourquoi? Parce que la société néolibérale, elle vous apprend à vous opposer sans arrêt les uns aux autres, à être tous en compétition les uns avec les autres. Et quand on passe à l'ère autoritaire du néolibéralisme dans la dérive dans laquelle il est aujourd'hui, on va encore plus loin. Non seulement vous êtes appelés à être en compétition les uns avec les autres, à être responsables personnellement de vos malheurs, comme si vous n'évoluiez pas dans une société. Si vous êtes malade, c'est de votre faute. Si vous êtes au chômage, c'est de votre faute. Si vous êtes pauvre, c'est de votre faute. Il n'y a aucune responsabilité d'aucune sorte qui tienne à l'organisation de la société. Mais surtout, maintenant, les voilà qui vous opposent, hommes et femmes, suivant la couleur, suivant la religion. Eh bien, que peut une société qui entre dans le malheur et les grands tourments si son peuple n'est pas d'abord solidaire, éduqué à la solidarité, préparé à la solidarité, organisé pour la solidarité? C'est à cela qu'aspire le programme L'Avenir en commun et le mouvement insoumis. Nous ne sommes pas insoumis au sens d'une agitation permanente d'opposition à tout et n'importe quoi. Nous sommes insoumis à l'ordre capitaliste, nous sommes insoumis au productivisme, nous sommes insoumis à l'ordre de la guerre, nous sommes insoumis à la cupidité comme valeur centrale, nous sommes insoumis à la main du marché. Voilà à quoi nous sommes insoumis. Et oui, tout ça finit par être à la fois un tableau politique et un tableau moral, je n'hésite pas à le dire. C'est-à-dire qu'en définitive, nous réclamons pour nous-mêmes et pour les autres le droit à une vie digne. Nous n'avons pas spécialement envie d'être milliardaires parce que c'est immoral. Si on avait un peu plus, beaucoup serait mieux. Et bon, du coup, ceux qui ont beaucoup pourraient aider à la manœuvre. Eh bien, c'est ça le fond de l'affaire. C'est pour ça que l'autre soir, je regardais le nouvel aboyeur en chef de LR. Ces types ont vraiment tous les culots, hein. Enfin, le gars qui s'appelle Bruno Le Maire, il vient de leur rang. Ce type finit son boulot, il y a 1000 milliards de dettes de plus. Et moi, dans les journaux, parce qu'ils ne se renouvellent pas, ils remettent tout le temps la même chose. Alors, moi, on me reprochait, le programme de M. Mélenchon va ruiner la France pour 10 générations. Il va faire 100 milliards de déficit. 100 milliards de déficit, c'est un rêve doucereux. 1000 milliards. Vous croyez que ça les gêne? Il revient. Et puis il dit, voilà, vous allez ruiner, il n'y a pas un seul pays au monde qui propose 260 milliards. Il a répété ça 4 ou 5 fois, parce qu'il devait avoir une fiche avec ce chiffre écrit dessus. Mais comme il n'a pas lu le reste de la fiche, il ne s'aperçoit pas que 260 milliards, ça ne fait pas 1000 milliards. Non, mais au moins, il pourrait être modeste, dire, voilà, finalement, vous saccagez moins que nous. Non. Mais il n'a pas regardé, c'est que les 260 milliards dont il vous a rebattu les oreilles, vous, évidemment, vous en foutez. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé l'émission, elle a bien marché. Bompard est bon, il s'est bien renvoyé les balles. Donc il a laissé s'avancer, l'autre glapir. Il se dit, je suppose qu'il parle à ses électeurs, qui supportent ça très bien, mais nous, non. Nous, il ne suffit pas de répéter 10 fois la même chose pour qu'on le croie. Alors oui, 260 milliards, la catastrophe. Alors, on imagine le type ou la fille qui est là, mort de peur, 260 milliards, il n'y a pas idée déjà de ce qu'on peut faire avec 1 milliard, alors 260, ça dépasse. Bon, c'est pas sérieux. Les 260 milliards dont on parle, c'est une augmentation des recettes de l'État liée à l'augmentation de l'activité de la société. Comme tout le programme L'Avenir en commun prévoit qu'on va faire des tas de choses, il y a un truc qu'ils ne savent pas, c'est que quand on fait des tas de choses, on paye de la TVA. Ensuite, il y a des gens qu'on embauche, ils ont un salaire. Quand ils ont un salaire, ils payent des impôts sur le revenu. Bref, ça fait des rentrées, mais des rentrées plutôt sur une base saine. Hein? Sur une base saine, l'activité. Alors, au total, ça fait plus 17% de recettes. Moi, je serais lui, j'aurais fait ça. 17%, vous vous rendez compte? Mais il ne l'a pas fait, peut-être parce que les types qui lui préparent les fiches ont dû lui dire, surtout, passe pas sur ce terrain-là, parce que ça va mal se finir. Et en effet, ça va mal se finir maintenant même.